Olivier Morad, il était sur place, on regarde. Oui, le président Guy Losbar a souhaité que nous puissions donc multiplier donc, les forums citoyens afin de pouvoir donner la parole donc, à la population. Et nous constatons aujourd'hui, après Petit Canal, après le Mémorial Act, que Capesterre-Belle-Eau est une grande réussite avec un peu plus de 200 personnes donc, qui sont venues sur l'ensemble des stands. Donc c'est-à-dire qu'il y a un réel besoin, une réelle envie de la population de pouvoir participer à l'élaboration de ce projet citoyen. Donc à nous de pouvoir maintenant multiplier donc, ces grands rendez-vous sur le territoire, sachant que samedi prochain, nous serons à Vieux-Habitants. Nous travaillons sur deux phases. Effectivement, donc celle donc, de la collecte des doléances, des propositions de la population. Donc il va y avoir ce qu'on appelle la contribution du grand forum citoyen. Et à cela, nous allons continuer aussi à rencontrer donc, les experts, ce qu'on appelle les experts. Donc ce soit la CCI, les infirmiers, en fait, en gros, l'ensemble de la strate donc, de façon plus spécifique. Et nous allons donc maintenant faire une grande synthèse donc, de ces doléances qui auront été collectées, de manière à pouvoir les traduire en orientation stratégique et après revenir face à la population pour pouvoir la décliner en termes d'orientation politique pour qu'il y ait une résonance dans le quotidien et que nous puissions avoir cette matérialisation donc des changements attendus. Alors c'est important pour nous déjà d'être présents de façon générale en tant que qu'antillais de Guadeloupéens de Martiniquais pour ma part dans ces forums citoyens parce que du coup on donne la parole au peuple et ce serait dommage de ne pas s'exprimer à ce moment-là et particulièrement pour nous qui apportons des solutions en termes de mobilité à la population, c'est le moment d'en parler, de récolter leurs problématiques et après de pouvoir proposer une solution. La mobilité c'est une problématique qui est constante en Guadeloupe depuis des années et on voit que de plus en plus de pouvoirs publics se tournent vers des solutions innovantes comme la nôtre et par rapport à ça, on est vraiment conscient du besoin et c'est pour ça qu'on a développé cette solution de mobilité. Nous avons beaucoup de compétences en Guadeloupe, dans tous les domaines. Donc nous avons une chance de nous développer. Mais en deuxième partie, ça c'est différent. L'arrivée des politiques a changé la donne. Et c'est ce que je crains. C'est que l'homme politique en Guadeloupe est toujours persuadé qu'il a la recette. Et il oublie que c'est le peuple qui va le sanctionner. On pourra faire ce qu'on veut, mais les Guadeloupéens sont appelés à donner leur point de vue. Ce qui va nous permettre de réussir, c'est la maîtrise de notre économie pour intégrer la population dans une société qui n'aime pas les inégalités. C'était donc ce troisième forum citoyen organisé par le GIECR ou aussi par le Conseil général, puisque le but final, c'est d'alerter la population guadeloupéenne, le peuple guadeloupéen, sur les problématiques quotidiennes, récurrentes, et peut-être arriver à un congrès, on saura davantage, un peu plus. On va quitter cette réunion de KPC, on va à une autre réunion, cette fois-ci, c'est à la CNBT, et c'était devant la caméra de Vianney Valverde. C'est parti. Ce que nous voulons, c'est que le contact soit meilleur avec nos administrés, les citoyens, puisque nous organisons donc des réunions sur les différentes compétences de la CNBT. Aujourd'hui, c'était pour que les citoyens de Sainte-Rose et des autres territoires puissent mieux s'appréhender les différentes compétences de la CNBT, puisque nous avons des compétences de proximité, mais aussi également des compétences en termes d'aménagement, d'infrastructure. Il y a d'abord eu un film pour présenter les projets de la CNBT. Il y a 32 projets au niveau de la CNBT qui vont se réaliser dans les 3 ans à venir. Et puis, un large champ au débat sur les différentes questions, l'environnement, le développement économique, le transport. Et je suis très satisfait de voir le nombre d'administrés qui étaient présents, mais aussi la qualité donc, de l'échange que nous avons eu avec eux. Une belle initiative de la CNBT, celle de mettre en contact les élus et la population pour pouvoir discuter des problématiques existantes, des compétences que nous exerçons d'abord par la CNBT, mais les problématiques, parce que très souvent, eh bien, sur l'exercice de certaines compétences, il y a certaines difficultés. Il faut savoir entendre la population, même lorsqu'elle n'est pas contente, ça fait partie du jeu, et pouvoir porter des solutions. Puis c'est aussi l'occasion de prendre des notes, de noter les difficultés qui sont rencontrées. Parfois, vous pensez que vous savez tout, mais en réalité, vous vous rendez compte qu'il y a plein de choses dont vous n'êtes pas conscient. Eh bien, ça permet d'échanger. Et donc, je crois que c'est un exercice intéressant qu'il faut maintenir, renouveler autant que possible pour qu'il y ait un vrai échange entre nous et cette population.
Voilà, il est exactement déjà 12h58 minutes. On a le temps de faire un petit tour sur... Non, on n'a pas le temps. On revient tout de suite à la pause et on se retrouve tout à l'heure pour la suite du journal, mais surtout pour ce débat sur vieillir en Guadeloupe. Les vieux monde, restez là, même les jeunes aussi, parce que les jeunes deviennent vieux demain. Alors on dit plus vieux, on dit senior, ça fait plus sympa. Alors les seniors et les futurs seniors qui ont moins de 20 ans, restez là tout à l'heure, puisqu'avec Madame Marie-Chantal Saint-Sauveur, on va parler de cette situation. À tout de suite. Voilà, exactement 13h05 et le débat ZCL de ce lundi va débuter. Alors, il faut que je donne le contexte. Il y a quelques mois, j'avais reçu Madame Saint-Sauveur, elle était venue présenter son manifeste pour une politique publique locale du vieillissement. C'est une dame qui a un passé politique puisqu'elle a été conseillère départementale et a travaillé un peu dans ce secteur-là. Et puis, d'après ce que j'ai compris, avec la Covid, vu qu'elle a une mère qui est âgée, 79 ans, c'est ça? Et donc j'ai adapté, c'était 78 l'année dernière, mais elle a 79 ans. Elle s'est rendu compte que les gens, les seniors, comme on les appelle prudemment, ont des difficultés et que de l'autre côté, notre pays est en train de vieillir, puisque j'ai vu un chiffre dans ce livre-là et je l'avais vu aussi derrière c'est l'IDOM qui avait sorti ça. Aujourd'hui, sur 100 jeunes, il y a 134 personnes âgées, peut-être même plus davantage aujourd'hui. Et ça va augmenter, puisqu'il y a quelques années, c'était 54 jeunes pour 100 personnes âgées. Donc, ça veut dire que si je fais ce débat-là dans 20 ans, je vois que... bref, bon, je rigole. Bien, alors, donc, c'était une nécessité, je lui demande un jour, d'organiser une émission spéciale, un débat sur vieillir en Guadeloupe, puisque qu'on le veuille ou pas, le pays vieillit, les gens vieillissent... Et c'est pas une fatalité, mais c'est une réalité. Et donc, j'ai demandé de réunir un certain nombre de personnes. Alors, je vais les citer. Il y a Dr Julie Romana, bonjour. Oui, bonjour. Merci d'être là. Madame Olivia Miat, merci. Bonjour. Elle est coach sportive, senior, association Gym Forme. Madame Ketty Lombion, qu'on connaît, retraitée présidente de l'Union des femmes. Bonjour. Toujours à l'Union des femmes. Bien sûr. Le 8 mars, on verra. Oui, Madame Albert Galao, accueillante familiale pour personnes âgées. Bonjour. Merci d'être là. Et bien sûr, la dame qui va nous sauver, Marie-Chantal Saint-Sauveur. Merci. Alors, le débat, c'est quoi faire avec ce... Alors, moi, il y a une question que je voulais vous poser. C'est irréversible maintenant. On ne peut plus arrêter cette situation de vieillissement. Parce qu'en fait, ce qui s'est passé, vous êtes une famille de 4 enfants, c'est ça? De 4 enfants. Je suis l'aînée. Oui. Et je suis la seule à résider en Guadeloupe. Alors, je pose la même question, Mme Lombion. Vous êtes une famille de combien? 7 enfants. Combien sont en Guadeloupe? 4 ans. 4 en Guadeloupe. Une famille de combien, Madame Miat? 2, pas beaucoup. 2, vous voyez, déjà, ça a changé. Et Madame Oumana? J'ai un petit frère. Bon. Et Madame Alioune? J'ai 3 enfants. 3 enfants. Et moi, je suis fils unique. Donc, voyons un peu que, effectivement, les femmes font moins d'enfants. Alors, pourquoi? Est-ce que cette question-là, je la pose avant même d'entrer dans le cœur du débat. Pourquoi les femmes font moins d'enfants en Guadeloupe? Les raisons sont diverses, je pense. Là, j'ai vu que la collectivité martiniquaise, pour encourager la natalité, avait décidé de verser une subvention, entre guillemets, de 3 000 € aux jeunes familles. Oui. Mais je ne pense pas que la question soit seulement financière. Je pense qu'elle est structurelle. Je pense qu'elle est aussi liée à une question de fertilité. Elle est liée à une question de précarité. De fertilité. Si. Oui. Il y a le chlordécone, mais pas seulement. Oui, on sait qu'un certain nombre de jeunes femmes rencontrent énormément de difficultés pour tomber enceinte ou alors garder un bébé. Oui. Mais bon, le sujet, je ne le maîtrise pas, mais je pense que les raisons sont diverses. Je reviens vers Madame la gériate. Les jeunes femmes ont du mal aujourd'hui à enfanter? Alors, je ne vous cache pas que je ne suis pas particulièrement... Vous n'êtes pas pédiatre, je sais, mais vous êtes gériate quand même. Oui, c'est ça, ça. Mais donc, du coup, la grossesse, c'est pas le cœur de votre Exactement. activité. En général, du coup, elles sont déjà ménopausées. Mais après, oui, c'est vrai que ça fait partie des problématiques là, de nos jours. Maintenant, je ne serai pas experte sur ce sujet. Je ne veux pas entrer dans la vie privée, mais je pose la question à Madame Miat. Est-ce que vous pensez, vous aimeriez avoir 4 enfants?
honnêtement, bon, non, parce que c'est vrai que l'activité professionnelle, c'est vrai que prend une grande part dans mon quotidien, donc je ne me vois pas avoir 4 enfants. D'accord. C'est vrai, 1, 2. Oui, un maximum 2. Donc ça veut dire que c'est un choix, madame, l'UFG, c'est un choix, parce que vous avez connu des jeunes femmes il y a 30 ans, à l'époque où l'UFG était au top, et c'était pas pareil. Je dirais que c'est un choix pour certaines, parce que on se rend compte maintenant que nos jeunes sont de plus en plus formés et mettent, je ne dis pas qu'elles mettent en balance soit le travail ou soit avoir une famille nombreuse. Mais on sait qu'en Guadeloupe, par exemple, maintenant, les femmes travaillent et il n'y a pas véritablement de structure pour les aider à non seulement à aller travailler, mais en plus s'occuper des enfants, en plus s'occuper de la famille. Donc nous, à l'Union des femmes, c'est vrai, nous sommes toujours battus qu'il y ait par exemple plus de crèches pour que des femmes puissent aller travailler. Mais seul, c'est cher. Déjà d'avoir, enfin, ça a un coût. Je ne peux pas dire que c'est cher, mais ça a un coût quand même d'avoir un enfant, d'avoir plusieurs enfants. Ce n'est pas évident. Et puis, elle a parlé des difficultés de santé, parce que maintenant, il y a beaucoup de... Il n'y a pas que ça. Mais j'ai déjà parlé du coût. Il y a la santé, il y a le fait que les femmes travaillent, elles voyagent aussi, et elles pensent aussi un petit peu à elles, ce qui est normal. Bon, simplement aller en croisière. Mais on sait très bien que les femmes ne s'arrêtent pas, justement, contrairement à ce qui se passait avant, ne s'arrêtent pas en se disant, bon, j'ai un poste et je m'arrête là. Non, elles veulent toujours aller plus loin. Et ça, en tout leur honneur. On peut pas leur reprocher ça. Ah non, pas du tout, au contraire. Au contraire. Alors, donc, pour revenir au même Saint-Sauveur, donc, on a vu, bon, la cause médicale, chlordécone, etc. Mais il y a aussi des causes, j'ai presque envie de dire, économiques. Ah ben oui, la précarité financière, elle est là. Hein. Et même quand on a les moyens, entre guillemets, comme disait Madame Lambion tout à l'heure, ça a un coût d'élever des enfants et d'en élever plusieurs. Mais ça veut dire qu'il y a 30 ans, ça n'avait pas de coût alors élever un enfant. Il y a une certaine évolution. Parce que je connais des familles qui ont eu 13 enfants. Oui, ma grand-mère, ils étaient 14 frères et sœurs. Oui. Mais bon, il y a une certaine évolution dans la société aussi qu'il faut prendre en compte. On aspire à plein de choses, à beaucoup de choses qui font que, bon... Donc, si je comprends bien, avant de venir sur le vieillot, donc c'est la cause des femmes s'il y a moins d'enfants en Guadeloupe? Ah non. Non. Là, j'ai rien pu répondre, oui. Non. Non, je ne pense pas qu'on puisse faire ce lien comme ça. Non, c'est une question. Non, je ne pense pas que ce soit directement la faute des femmes, du coup. Si toutefois, aujourd'hui, on a moins... il y a plus de personnes âgées. Oui. On va parler des personnes âgées. Donc, situation économique, situation de santé, manque de structure, d'accueil pour les enfants. Enfin... Oui. Et puis une autre vision de la vie, de sa vie. Oui. Mais alors, il y a quelque chose quand même que je ne comprends pas. Parce que dans votre livre, vous comparez ce qui se passe en Guadeloupe à ce qui se passe en France. Et en France, le pays n'est pas en train de vieillir comme la Guadeloupe, puisque le taux n'est pas le même. Ah oui, mais on ne peut pas comparer. Non, je vous pose la question. Voilà, avec un signe égal, non. La question, elle est structurelle. Bon, chez nous, cette absence de jeunesse, elle est fortement liée à cette absence de politique qui n'a pas été mise en œuvre pour que nos jeunes qui partent puissent revenir. Bien entendu, ils ne reviendront pas tous. Oui. Parce que bon, ils ont tout à fait le droit d'avoir le projet de vivre à Shanghai ou voilà. Mais certains qui auraient souhaité revenir peut-être ne trouvent pas les moyens de revenir et puis l'offre en matière en matière économique, d'emploi, elle est peut-être réduite également. Donc le problème est assez complexe. Oui. Et donc c'est une question aussi politique. Oui, tout à fait. Oui, madame. Et puis, il faut dire que les mamies ne sont plus là pour garder les enfants. Elles sont où, les mamies? On a nos activités, on a besoin d'aller danser, les clubs de... on a besoin de sortir. On ne joue plus les mamies gâteaux, là. Non. Voilà. Tu fais ton enfant, tu prends tes responsabilités. Moi, je suis mamie. Mais avant, votre mère a pris ses responsabilités. Non. Elle m'a dit non. Et c'est pour ça que je me suis arrêtée à toi. D'accord.
Ben, ça, c'est particulier. Bon, alors, donc, politique aussi, les mamies ne sont plus là. Et la famille qu'on avait avant, bon, même s'il n'y avait pas de mamie, on déposait, c'est la voisine. Regardez, Timouna, moi, au marché, c'est fini, ça. C'est fini, ça. C'est fini. Bon, alors, en fait, maintenant qu'on a fait un petit peu le tour de la situation de ce point de vue-là, du point de vue de la réalité, qu'est-ce qu'il faut faire? Alors, vous êtes coach vers les seniors, qu'est-ce que vous leur proposez? Donc, ce que je leur propose, c'est déjà beaucoup d'amour. Beaucoup d'amour. Tout ce que je peux leur donner, je le fais avec le plus grand bonheur. C'est de ne pas être sédentaire, surtout, parce que c'est vrai que la sédentarité, le fait de ne pas avoir d'activité physique, ça peut nuire à sa santé. C'est bien la raison pour laquelle un médecin, peu importe la pathologie ou la maladie, va toujours conseiller de faire du sport, parce que ça aide aussi au bon vieillissement. Ça aide au bon vieillissement du corps, mais aussi de l'esprit. Donc, même si on a son jardin que l'on fait, ou certaines activités, des tâches ménagères, ce n'est pas de l'activité physique qui va solliciter le corps et les muscles dans les mêmes intensités. Donc, pour cette raison, on amène aussi des gestes et postures à nos seniors pour les apprendre à se baisser, à se relever. En cas de chute, comment faire aussi pour pouvoir bien vieillir. Donc, lorsque nous faisons des activités, ça tourne autour du sport, mais aussi des ateliers gym-mémoire, gym-équilibre, comme on peut le voir là, sur un des groupes. Donc là, voilà, on fait des activités où on sort aussi. Donc ça permet de réduire l'isolement de nos seniors, mais aussi d'améliorer la condition physique. Donc, ils sont tous souriants, c'est une bonne ambiance. C'est vraiment pour que ça puisse être quelque chose de chaleureux. Et je prends l'exemple de certaines personnes qui m'ont dit, mais tu sais, moi, un tel empathie, j'ai vraiment un tel qui a fait sport. Un tel tout petit, moi, un tel pas j'ai fait sport, mais à présent, ils ont un ballon, ils ont aller, ils ont jouer. Des gens me disent ça. Donc, moi, c'est mon plus grand bonheur de voir que finalement, c'est adapté à tout le monde et que ça nous aide à bien vieillir. Madame Galaou, une question, c'est quoi exactement le travail d'une accueillante familiale? Eh bien, nous sommes des aidants professionnels. Oui. Justement, comme que les enfants travaillent ou bien ils sont hors du département et que le parent n'est plus apte à vivre seul. Donc, le conseil départemental a mis en place ce projet où on reçoit des personnes âgées à notre domicile. Oui. Et ça se passe bien? Oui, plus ou moins, oui. Plus ou moins. Oui. Parce que j'ai vu, il y a une association qui s'occupe des aidants, parce qu'on dit que les aidants même explosent quelquefois. Ah ben oui, parce que vous avez des gens qui culpabilisent. Ne pas s'occuper de maman, la mettre chez quelqu'un d'autre, c'est comme si comment dirais-je, on avait failli à quelque chose. Mais non, on est là pour aider, justement. On est des aidants pour aider les aidants naturels. Mais on aide les aidants aussi. Oui, il faut. Il faut absolument. Madame Romana, docteur Romana, avant de répondre à cette question, je voulais vous poser une question d'une manière générale. Quelle est, enfin bon, ça peut pas être global, mais la situation sanitaire des personnes, des seniors? Est-ce que vous avez senti, quels sont tout à l'heure, je parlais avec une ergothérapeute qui disait qu'il y a beaucoup de problèmes effectivement d'AVC parce qu'il y a du diabète, parce qu'il y a une mauvaise alimentation. Vous rencontrez ces problèmes tous les jours? Oui. À l'hôpital, c'est vrai qu'on est confronté à des personnes âgées qui sont amenées soit par le biais des urgences, soit par leur médecin traitant pour des pathologies assez variées, mais c'est vrai que ça fait partie des pathologies assez lourdes et justement qui vont avoir des conséquences ensuite sur leur fonctionnement au quotidien, dans leur vie de tous les jours, et donc qui les impactent et donc qui a un fort rôle sur ensuite leur vie de tous les jours. Alors, ce que Mme Miat disait tout à l'heure sur le sport, en dehors des questions d'alimentation, il y a aussi la question du corps, vraiment. Exactement. Et vraiment, il y a plusieurs points sur lesquels on peut agir même avant véritablement la gériatrie en elle-même, vraiment dans un sens de prévention ou, comme disait Madame Miat, avec une pratique d'une activité physique vraiment régulière, quotidienne, qui peut être variée, à type de marche, au moins 30 minutes, et surtout qu'on a un cadre ici en Guadeloupe qui permet justement de sortir aussi bien d'avoir des activités de jardinage en plein air, voilà. À côté de ça aussi, de maintenir ces interactions sociales, parce que justement,
elles vont favoriser à la fois le moral des personnes âgées, mais aussi les préserver, surtout ce qui est du plan de la mémoire, de façon un peu indirecte, avec ces interactions, ces échanges, justement, les aider à préparer et à ralentir un petit peu la progression de ce vieillissement. Alors, Madame Saint-Sauveur, quand vous avez sorti ce manifeste, vous étiez venu présenter, je vous avais dit qu'il fallait l'envoyer à tous les politiques. Est-ce que vous avez eu des retours? J'ai eu 2 retours. Alors, 2 retours? Je l'ai adressé à l'ensemble des maires, oui, l'ensemble des parlementaires, oui, et les 2 présidents de collectivité. D'accord. J'ai eu un retour du président Losba, oui, et également du maire de Morne-à-l'Eau, bien entendu, que j'ai rencontré et qui a félicité le travail réalisé. Que je trouve qui est admirable. Ça veut dire que nos élus ne sont pas conscients de cette problématique? Je ne dirais pas qu'ils ne sont pas conscients, mais bon, la charge de travail est importante. Pour nos parlementaires, vous avez vu un peu ce qui se passe. Oui, mais c'est sous la retraite, mais ça corrobore ce que vous faites. Toutes ces réformes sur lesquelles il faut être véatif. Bon, après, le maire, en général, c'est quelqu'un d'assez occupé. Alors, on pourrait se dire que dans son équipe... Non, mais j'ai une petite expérience, donc je sais un peu comment nos politiques peuvent être occupés, à quel point ils peuvent être surchargés de travail dans un contexte qui est aussi assez complexe en Guadeloupe. Oui. Donc, je me dis que bon, ce n'est qu'une question de temps. Mais oui, mais en période électorale, il faut trouver le temps pour faire tout le temps. Il faut bien mener campagne pour gagner. Mais donc, oui, mais c'est sûr. Mais le problème du vieillissement, c'est quand même un problème aussi important que l'eau en Guadeloupe. Oui, le vieillissement figure dans la liste des sujets importants à traiter et en urgence, sur lesquels il faut anticiper d'ailleurs, avant que ce vieillissement massif ne nous attrape. Oui. Donc, mais bon, il y a aussi d'autres sujets très importants. Vous savez combien un maire, dans une journée, il répond à des urgences, Oui. Voilà, quoi. Je me dis que c'est une question de temps. Je ne doute pas... Le temps ne nous attend pas. Je ne doute pas Madame que Lombion n'est pas de fassions... votre avis, hein. Madame Lombion, vous pensez que même le maire aurait pu répondre quand même. Mais ne serait-ce que pour la recevoir, quand même. Mais monsieur Santronis, peut-être que là, ils vont s'emparer du sujet, parce que nous sommes dans un contexte de réflexion sur... le changement de statut, il y a des forums citoyens qui sont mis en œuvre. Oui. De toute façon, la question sera traitée, je n'en doute pas. Moi non plus, n'est-ce pas? Alors, Madame Lombion voulait intervenir, oui. En fait, je me dis, elle n'a pas tort, je la comprends. Elle n'a pas été maire, mais elle a travaillé avec les maires, elle a travaillé dans une collectivité. Je peux comprendre. Oui. Mais nous, à l'Union des femmes, nous disons que c'est un problème extrêmement important et urgent. Oui. Il faut qu'on évite qu'une énième catastrophe ne tombe sur nous. On a déjà assez répété ce matin qu'il faut aller plus vite, qu'il faut préparer, qu'il faut... poser le problème, il faut anticiper. Il faut même plus anticiper maintenant, puisqu'on est déjà dedans. Il faut faire avec. C'est le rôle, en fait, que nous nous sommes fixés à l'Union des femmes, en disant que maintenant, il ne faut pas attendre que nos personnes, nos grands-mamans, nos grands-mounes, qui soient là à attendre. Il faut qu'on aille vers eux. Il faut qu'on leur fasse savoir ce qui existe. Il faut qu'on leur fasse savoir la difficulté ou les problèmes qui englobent le vieillissement. Il y a pas... nos jeunes qui sont sur le plateau l'ont bien dit. Il y a le sport, c'est vrai, il y a la nutrition. Il y a aussi le fait que la solidarité sur laquelle on comptait avant, ou que les anciens, les personnes âgées disaient qu'ils pouvaient compter sur la voisine, sur les parents, sur les enfants. C'est fini. Mais c'est fini, ça. Oui. Les enfants ne sont plus là. Ouais. Les enfants ne sont plus là, d'où le développement. Non, c'est pas qu'ils sont plus là, il y en a plus. Non, si, il y en a, pour l'instant, il y en a. Il y a de moins en moins. D'ici quelques années, il y aura de moins en moins. Oui. Maintenant, pour l'instant, on sait qu'on a quand même 27% de personnes ayant plus de 60 ans. Oui. Mais d'ici 8-10 ans, comme dit Lycée, ce sera le double. Oui.
C'est à ce moment-là que le problème, il sera crucial. Il sera même plus un problème si on n'a pas réglé avant. On sera dépassé comme pour tous les problèmes que nous avons en Guadeloupe. Il faut surtout que la politique qui est mise en place pour répondre aux enjeux du vieillissement ne laisse personne au bord de la route. Au bord de la route. C'est surtout ça. Oui. Parce que beaucoup de choses sont faites. Hein. Il y a ce plan national du bien vieillir. Oui, on m'a dit, il y a la semaine bleue. Il y a la semaine bleue. Voilà. Mais il y a quand même des vieux qui sont laissés sur le bord de la route. L'isolement, on sait que l'isolement cause des dégâts. J'ai participé, juste un instant, j'ai participé à un petit causé de la RS il y a quelques mois et j'ai entendu 2 dames témoigner en disant, mais il y a un isolement qu'on ne voit pas, c'est celui qui entre quand la personne âgée qui vit seule ferme ses portes. Voilà. Et ça veut tout dire. Il y a ce qu'on voit, mais il y a surtout ce qu'on ne voit pas. Donc, moi, je pense que nous sommes en deçà des enjeux. Et c'est la raison de ce manifeste. Oui, mais j'ai bien compris. J'ai la raison aussi de ce débat. Madame Romana, docteur Romana, globalement, c'est que on fait des efforts qu'il faut au niveau de la santé. Mais je posais tout à l'heure la question à l'ergothérapeute. Je demandais est-ce qu'il y avait suffisamment d'ergothérapeutes en Guadeloupe. Mais je pose la question, il y a suffisamment de gériatres d'un pays qui vieillit? Je pense qu'on est encore en manque de gériatres. Oui, parce que la gériatrie est une spécialité en vérité assez nouvelle. Oui. Et donc, de par l'évolution, avec l'augmentation du nombre de personnes âgées, véritablement, il faudrait qu'on... Vous êtes combien à ce moment en Guadeloupe? En tout? Oui, comme gériatre. Je ne saurais pas vous dire, je pense une trentaine, une quarantaine. Oui, d'accord. En dessous de ce qu'il faudrait. Et vous voyez un peu, on cible les problématiques les unes après les autres, pas assez d'ergothérapeutes, parce que la dame qui était avant tout à l'heure le disait que les ergothérapeutes vont et viennent en Guadeloupe et qu'elle est obligée d'intervenir dans les îles du Sud, Bastia, etc., alors qu'elle vit à Lens-Bertrand. En termes de gériatrie, là aussi, pas suffisamment. Il y a suffisamment de coachs comme vous? Je dirais non. Pas assez d'animateurs. C'est bien pour cette raison que parfois on fonctionne avec une ligue de sport où on forme justement des personnes à l'animation et à l'encadrement. Oui. Et les associations d'aidants aussi, ça suffit par rapport à la demande? Oui. Oui, quand même. Oui. C'est un nouveau métier de toute manière maintenant. Plus de 20 ans quand même. Oui, mais 20 ans, c'est pas beaucoup. 20 ans. Oui, c'est jeune comme métier. Non, mais par rapport à avant où on avait l'aide de la famille à côté, mais maintenant, il n'y a plus l'aide de la famille à côté. Mais oui, donc la nécessité d'avoir des aidants. Les associations qui... Et la formation est suffisante. Encore une problématique. Oui. Non, pas du tout. Parce que moi, en tant que j'ai été la présidente d'une association de familles d'accueil, eh bien, on a dû mettre en place certaines formations parce que on rencontrait certaines difficultés et il nous fallait de l'aide pour pouvoir aider nos accueillis. C'est bien ce que je dis, il faut de l'aide aux aidants. Non, parce que je suis bien placé pour dire, il y a beaucoup de chocage. Bon, on va prendre on se mettre autour d'une table? Oui, je pense. On va prendre une première pause tout de suite publicitaire. On se retrouve tout à l'heure pour continuer le débat. À tout à l'heure. Voilà, on revient sur le débat sur le vieillissement en Guadeloupe. Avant ça, juste un petit mot, puisque demain, on a notre coach Barbara qui fera une intervention sur les relations toxiques. Il y a eu l'autre jour, justement, un débat sur les questions toxiques. C'est parti pour sa promo et on revient vers vous tout de suite après. Bonjour les Lights, j'espère que vous allez bien. Vous avez été nombreux et nombreuses à réagir sur le sujet des relations toxiques et sur les problématiques rencontrées avec votre ego. Je vous propose dans ce cadre de faire une chronique en direct dans laquelle je répondrai à toutes vos questions mardi 7 février à 13h30. Donc vous pourrez m'appeler au 05 90 96 10 10, 05 90 96 10 10 ou dès maintenant m'envoyer tous vos messages, vos témoignages et vos questions auxquelles vous souhaitez que je réponde en direct sur Facebook, Instagram et j'y répondrai en direct. Merci. Ciao, ciao.
Alors, on revient sur notre débat et je disais que on a vu les problèmes de santé, problèmes économiques, problèmes de garderie, enfin de crèche, mais il y a aussi peut-être un changement de mentalité. Je disais à Madame Miat que les mamies peuvent quand même garder les enfants de temps en temps. Oui, donc comme on en discutait, parfois elles me disent qu'elles doivent surveiller les petits-enfants. Je leur dis, ben, ramenez-les. Ramenez-les à la gym. De cette manière, on n'est pas cantonné à rester à la maison à surveiller les enfants. Oui. Elles font de la gym. Les petits-enfants font de la gym avec leur mamie, mais aussi avec les autres seniors. Et finalement, c'est des interactions qui sont enrichissantes parce que les enfants ont un regard différent. Ils connaissent la mamie ou le papy dans une autre posture, dans des autres gestes. Ils jouent au ballon, ils font pas mal de choses. Et c'est des relations encore nouvelles, des expériences qui font plaisir. C'est le bonheur. Ça renforce les liens intergénérationnels. C'est bien ça. Oui. Voilà. Parce qu'il y avait une transmission, même au niveau culturel, qui se faisait à l'époque, des mamies qui racontaient des contes... les Tim Boissec, etc. C'est fini, ça? Voilà. Ça manque aujourd'hui. Dans Madame Galaou, ça se fait continue. Plus. Ouais. Parce qu'avec cette histoire d'Alzheimer, nos mamies se retrouvent avec des perturbations de mémoire et que... Mais pas toutes quand même. C'est pas la majorité des grands-parents. Oui, mais c'est... Moumana, c'est fréquent l'Alzheimer chez les personnes, les seniors? Ça reste une pathologie, oui. C'est la pathologie de la mémoire la plus fréquente. Ah bon? Oui. Après, ce n'est pas une condition obligatoire. Hein. Fort heureusement, toutes les personnes âgées n'ont pas de maladie d'Alzheimer. Heureusement, oui. Heureusement. Oui. Mais c'est vrai que ça fait partie, malheureusement, des complications. Et souvent, du coup, Madame Galaou doit être confrontée à des personnes qui ont des maladies. Justement, je profite de l'occasion pour vous demander quelles sont les pathologies en dehors de l'Alzheimer qui sont les plus fréquentes chez nos seniors. Alors, on a beaucoup de diabète, d'hypertension, d'infarctus, de maladies c'est lié tout ça, hein? Oui, exactement. Diabète, hypertension, etc. Oui, tout ça, c'est un terrain un peu qui, justement, va favoriser la survenue ensuite d'autres pathologies qui vont toucher aussi bien le cœur que le cerveau. Donc, c'est un peu un lit qui, petit à petit, avec l'avancée en âge, entraîne de plus en plus de complications. Mais Madame Galaou, ça veut dire que l'alimentation des personnes, des seniors, n'est pas aussi bonne qu'autrefois? Ne nous dites pas qu'ils ne mangent pas des KFC, du fast-food quand même. Non. Ils préfèrent toujours préférer le fruit à pain, le racine. Hein? Mais alors, la cause de ce diabète et de... Vous savez, en ce siècle, nous avions des maladies qu'il n'y avait pas autrefois. Qui n'avaient pas. On ne peut pas dire qu'il n'y avait pas autrefois, mais qu'on est beaucoup plus rassuré que c'est ça. Avant, on ne savait pas exactement qu'est-ce qui se passait. Mais je me dis que ça a toujours existé. Regardez, depuis quand Alzheimer existe, on ne savait pas. Mais jusqu'à présent, vous avez des gens qui font un déni de la maladie d'Alzheimer. Hein? Oui. Et tout ça, c'est compliqué. Ça veut dire que dans l'écosystème du bon vieillot maintenant, il faut aussi des diététiciens. Ah oui. Ah oui. Des naturopathes, oui, si. Tous ces métiers. Les diététiciens ont toute leur place parce que du coup, ils vont intervenir justement en prévention pour aider justement à conserver aussi tous les muscles, conserver justement, avoir une bonne hygiène de vie pour justement retarder au maximum et permettre d'utiliser le plus longtemps possible ses capacités. Donc oui, les diététiciens ont vraiment une part capitale pour la personne âgée qui, on le sait, aura tendance à déjà avoir moins d'appétit, qui aussi par l'isolement dont on parlait, aura tendance à vouloir un peu moins s'alimenter, ou aussi des difficultés dans la vie quotidienne de se cuisiner des plats qu'elle faisait antérieurement. Donc c'est vrai qu'au niveau de la sécurité sociale de Guadeloupe, comme Mme Saint-Sauveur l'a évoqué, ils ont mis en place depuis 2021 les parcours de prévention senior. C'est-à-dire que ce sont des ateliers qui se déroulent sur toute la Guadeloupe et les dépendances, où on a la partie du programme de bien vieillir qui concerne 7 thématiques. C'est-à-dire qu'il y a la première thématique qui concerne bien dans sa tête, bien dans son corps. On a la partie sur l'alimentation. Il y a une thématique sur la nutrition, sur le sommeil, sur le dentaire, sur l'activité physique. Donc ce sont vraiment tous ces éléments qui vont
l'un avec l'autre. On ne peut pas dire si on parle que de l'activité physique, si on ne parle pas de l'alimentation. Oui. Mais si on ne parle pas du dentaire, parce que si on ne prend pas soin de ses dents, mais ouais, ça va engendrer des différentes... On ne peut pas bien manger, bien sûr. Voilà, on est obligé de parler du sommeil. Parce que même chez le senior, peu importe son âge, on doit avoir une bonne qualité de sommeil. Donc, c'est vraiment ce qui a été mis en place, où il y a cet atelier de bien vieillir. Il y a aussi des ateliers, pas de retraite pour la fourchette, bouger, c'est bon pour la santé, de l'alimentation. Des ateliers gym mémoire. Et on a aussi équilibre en mouvement qui se met en place, comment on sait aménager son domicile. Donc, c'est vraiment quelque chose à développer, qu'il faut continuer encore pour toucher un maximum de seniors. Et comme on l'a dit lors des ateliers, ce que vous avez appris, ne le gardez pas pour vous. Oui. Allez dire à la voisine, mais au savent, apprendre de là que tel bitin, parce que ça qui a aidé, ça qui a encore aidé en d'autres voisines. Oui. Donc, c'est vraiment ce qui doit être mis en place au niveau des politiques et de tout un chacun. On ne doit pas forcément attendre aussi, comme je dis, sur les autres, mais si on a à son niveau, à son échelle, la possibilité de faire quelque chose, on le fait. On est tous concernés. Oui. Tous concernés par le vieillissement. On a tous une action à mener, une implication à avoir. Chacun, on peut agir d'une manière ou d'une autre dans nos familles, dans notre environnement. Voilà, tu voulais... réagir? Oui, Madame Longuillon. Oui, je voulais tout à l'heure réagir à ce que disait la coach. C'est vrai qu'il y a le parcours qui a été mis en place. Le parcours, normalement, il est présenté, je suppose, partout. Mais c'est ce que nous poussons à faire, nous, au sein de l'Union des femmes. C'est pas simplement faire appel, mais aller dans tous les quartiers. Faire savoir aux personnes âgées ils ont des droits, oui. Et que absolument il faut qu'elles en profitent. Il y a un aspect. Madame, vous adressez à qui là quand vous dites ça? À tout le monde. Oui. À tous les acteurs. Oui. Tous les acteurs, mais je vais reprendre la casquette sécurité sociale parce que les collectivités sont nos partenaires. Il appartient aussi aux collectivités de relayer sur leur territoire ainsi que les associations du territoire. Oui. Ils sont nos partenaires. Sur le plan national, bien vieillir, c'est à la fois les institutions, les politiques, les villes, les CECAS, les mutuelles. La mutualité française fait un travail magnifique. Les associations de quartier, pas forcément les associations, pas seulement, plutôt je devrais dire, pas seulement les associations de personnes âgées, les clubs de personnes âgées, mais c'est vraiment tout le monde. Nous devons tous nous approprier cette problématique du vieillissement et partager les informations qui nous arrivent. Et on veut prendre ça à bras-le-corps. Mais je disais tout à l'heure, il y a un aspect dont on n'a pas vraiment parlé, c'est la souffrance des personnes âgées. Pendant, nous avons discuté entre nous, la souffrance. Et la souffrance qui se vit derrière les portes fermées. La solitude. Engendré, oui, par cela, mais il n'y a pas seulement les personnes âgées qui... On sait que nos personnes âgées sont des personnes les plus... Je n'aime pas trop le dire, mais qui sont pauvres, hein. Oui, mais la précarité, c'est une réalité ici. Ils sont pauvres. Oui. On a des personnes âgées qui n'ont pas les moyens de se nourrir tous les jours, qui n'ont pas les moyens même de se vêtir. Oui. Elle peut en parler quand il y a, quand on entend que les infirmières qui demandent, mais est-ce que tu as par exemple, des vêtements d'une personne âgée qui est morte et que d'autres en ont besoin, etc. C'est grave pour nous, c'est grave. Et qu'on reste là et qu'on oublie. On oublie que la vie continue. On oublie que c'est maman et c'est papa. Il faut qu'on c'est les nôtres aussi. Le vieillissement et ses conséquences. C'est multisectoriel. Et ces dernières années, le thème de la Semaine bleue, c'était changeons notre regard. Oui. Mais changeons notre regard, ce n'est pas seulement d'organiser des déjeuners dansants. Voilà, il faut vraiment aller regarder ce qui se passe sur le territoire et dans les coins les plus éloignés. C'est comme la loi sur l'adaptation de la société au vieillissement. Ça ne concerne pas que les bourgs.
c'est l'ensemble du territoire qui doit être accessible aux personnes âgées. Parce que la personne âgée, quelle que soit sa situation, doit pouvoir accéder à une rivière, faire une balade, faire une randonnée selon ses capacités. Moi, je me projette parfois et je me dis, pour bien expliquer mon engagement sur cette problématique-là, si demain, mais dans 25-30 ans, je viens de fêter mes 62 ans, je suis une vieille, je me projette à 25... Ah, vous êtes une vieille, mais pas encore une senior. Je suis une vieille senior. Tous ces mots-là ont été inventés pour cacher le vieillissement sous le tapis, comme la poussière. Oui. Je suis une vieille. Voilà. Et donc, je me projette à 25 ans, 30 ans, et je me dis, mais... Parce qu'on ne sait pas, les aléas de la vie, on ne peut pas les prévoir. Si je devais me déplacer avec un déambulateur, j'aimerais pouvoir faire le tour du pâté de maison, demander des nouvelles à ma voisine, à mon voisin. Moi, j'ai trouvé ça fabuleux un jour. J'ai rencontré une dame avec son déambulateur, accompagnée de sa fille, dans un grand centre commercial de chez nous. Oui. Je suis allée la féliciter parce que j'ai trouvé ça fabuleux. Et elle avait en main, sa carte bleue. Et j'ai échangé un peu avec sa fille qui me dit, ah oui, mais maman, on l'emmène partout. Aujourd'hui, elle est venue pour payer son électricité. Elle a son déambulateur, mais elle a sa carte bleue en main. C'est ça, adapter la société au vieillissement. Oui. Oui. Tout l'ensemble du territoire doit être accessible. Oui, et tout cela, pour l'instant, c'est pas le cas. Alors, mais vous parlez de la visite qui se faisait avant qu'on habitait dans un lacou, par exemple. Aujourd'hui, c'est dans des HLM. Est-ce que l'habitat est adapté au vieillissement? Ben oui, c'est ça aussi. Mais il va falloir s'asseoir, réfléchir et voir de quelle manière on peut aménager tout ça. On ne pourra pas revenir à ce qu'il y avait avant, mais voir comment on peut remplacer par un autre environnement avec autant de solidarité, autant de bienveillance, autant de partage. C'est ça, le sujet. Alors, il y a un autre sujet sur lequel j'aimerais bien vous entendre, c'est la question des EHPAD. Alors, les EHPAD sont chers. Les parents, quelquefois, hésitent à mettre leurs enfants, leurs grands-parents ou leurs parents en EHPAD, et les parents même refusent. Ça veut dire que, je pose la question à Géoria, je ne sais pas si vous visitez les EHPAD quelquefois. Oui. La situation est aussi désastreuse, qu'on le dit. Enfin, il y a eu un débat, quelque chose s'est passé en France. Il y a eu un ouvrage qui est sorti là-dessus. Oui. Mais est-ce qu'en Guadeloupe, la situation des EHPAD est aussi catastrophique? Alors, dans celle où j'ai eu l'occasion d'y aller, non. Mais c'est vrai qu'il y a quand même un manque de soignants. Un manque de soignants? Oui, mais comme de partout, si je puis dire. Mais c'est vrai qu'il faut comprendre que dans les EHPAD, ce sont des personnes qui ont besoin de soins. Et c'est des temps longs, et donc du coup ce ne sont pas des soins qu'on peut faire rapidement, donc ça demande une présence encore plus importante. Oui, tout à fait. Et que malheureusement il n'y aurait pas forcément tout ce temps justement pour apporter du soin, mais aussi une présence, cette petite attention, justement faire ce lien qui aide les personnes au quotidien à mieux vivre dans ce nouveau milieu, parce que comme vous le dites très bien, en général c'est pas forcément un choix de la personne âgée en elle-même d'aller dans cette institution. Donc c'est vrai que c'est toutes ces conditions-là qui, en plus, si elles étaient réunies, faciliteraient justement l'acceptation et l'entrée en EHPAD. Tout à l'heure, on parlait de la précarité. L'EHPAD, c'est à peu près 3 000 € par mois, je crois, en moyenne. Donc tous les seniors n'ont pas ces moyens-là. Et encore moins... Oui, mais après, on m'a dit qu'après, il y a des saisies qui sont faites sur les salaires des gens. Nous sommes dans un système de solidarité. Oui. D'accord, mais ça a des limites. Ça a des limites quand même. Non, alors, l'autre question pour Madame Miat, c'est de savoir, vous intervenez dans les EHPAD aussi? Non, je n'interviens pas dans les EHPAD, mais j'ai des collègues qui interviennent en EHPAD. Ah, parce que ça, le travail qu'on fait à l'extérieur, on peut le faire dans les EHPAD? Oui, c'est en fonction de la personne, on l'adapte. Donc, que ce soit une personne qui soit alitée, voilà, oui. Elle peut faire sa gym douce, que ce soit debout, que ce soit en chaise roulante. Peu importe, on adapte l'activité physique en fonction des capacités de la personne. Alors, je vais essayer de trouver un élément positif au vieillissement en Guadeloupe. Alors, premièrement, on dit que les personnes âgées sont devenues une source économique maintenant.
puisqu'elles vont en croisière, ceux qui ont les moyens. Et que dans l'économie du pays aujourd'hui, il faut de plus en plus adapter l'économie aussi, ce qu'on vend aux personnes de ces âges-là. Est-ce que vous ressentez ça? Par exemple, bon, je ne parle pas des gens qui sont en grande précarité, parce que tous les seniors, parce qu'il y a des enseignants qui sont des enseignants, des avocats, des médecins, etc., qui sont aussi des personnes âgées. Est-ce que les personnes âgées sont devenues une source économique? Les personnes âgées sont des ressources. Oui. Le regard que l'on porte sur les personnes âgées, malheureusement, c'est de dire que ce sont elles sont objets de dépenses et de soins. Mais pas seulement. Oui. C'est la minorité qui est en grande dépendance. Et même on ne peut pas se permettre de dire que les personnes âgées sont d'abord, même quand on parle de ces personnes en grande dépendance, on ne peut pas se permettre de dire qu'elles sont objets de soins et de dépenses. Oui. Ce sont des êtres humains. Oui, bien sûr. Voilà, et qui n'ont pas fait le choix d'être. Voilà. Les aléas de la vie font que, bon, voilà. Mais les personnes âgées, dans l'ensemble, ce sont des ressources. Oui. Parce que ces personnes âgées autonomes, vous avez cité les fonctions d'avocats, de médecins, mais pas seulement. Enseignants, même les intermédiaires et même les... Je n'aime pas trop ce... Les salariés du privé, le citoyen lambda, oui, bien sûr, est également une ressource parce qu'elle a besoin de services. Oui, mais non, mais en plus, c'est que les gens, enfin, en ce moment, il y a un gros débat sur la retraite. Mais la retraite, c'est aussi... c'est-à-dire les personnes âgées aujourd'hui ne sont pas les personnes âgées il y a 40 ans. Oui. Économiquement, je parle. Économiquement. Si. Les personnes âgées sont détentrices aussi, très souvent de patrimoine. Oui, elles ont du patrimoine, oui. Voilà, donc il y a des services à créer parce qu'il y a une demande. Il faut offrir des services à ces personnes qui arrivent à l'âge de la retraite et qu'il faut occuper. Il n'y a pas que les croisières. Oui. Et par ailleurs, elles sont des ressources parce que justement, on parlait de transmission, elles peuvent à la fois garder de temps en temps et donc elles offrent un service, elles offrent de leur personne, de leur disponibilité. Elles peuvent aussi offrir de leur connaissance de tout ce que ces personnes ont acquis durant leur vie. Et c'est dans ce sens-là qu'elles deviennent des ressources, mais pas seulement par rapport à la carte bleue. Alors, on va peut-être terminer. Il n'y aura jamais assez de temps pour faire un débat comme ça. Je vais juste poser une question rapide et on fait un tour de table. À Madame Dr Romana, quel est l'âge moyen aujourd'hui de la personne âgée? Je vais dire, bon, on est personne âgée à partir de 60 ans, c'est ça? Alors, nous, en gériatrie et personnes âgées, à partir de 75 ans. 75 ans? Oui. Et la durée de vie aujourd'hui, est-ce qu'elle a baissé? Est-ce qu'elle croît? Parce que tout à l'heure, les thérapeutes me disaient qu'il y a beaucoup de centenaires. Oui, alors la durée de vie a plutôt augmenté. Oui. Et là, elle tend à se stabiliser un petit peu. Mais oui, elle a augmenté. La moyenne, c'est quoi? 75, 80? Pour les personnes âgées, non, on est plus élevé que ça maintenant. La femme autour de 87 ans. Oui. Donc ça veut dire que une personne comme Madame Miat va vivre jusqu'à 90 ans à peu près. Alors là, je ne sais pas. Déjà, chapeau à nos seniors d'aujourd'hui, parce que l'alimentation, la vie qu'on a aujourd'hui, c'est pas la même qu'avant. Donc je ne sais même pas si je vais... Voilà. Oui. Alors, justement, on va commencer par vous. On va faire un petit tour de table rapide sur le bien vieillir. Alors, comment vous voyez, quand vous dites bien vieillir en Guadeloupe, pour vous, ce serait quoi? Donc, le bien vieillir, c'est tout mettre en œuvre pour avoir tous les atouts, toutes les astuces et de bien vieillir, c'est-à-dire de pouvoir continuer à vivre, entre guillemets, en autonomie le plus longtemps que possible. Voilà. Donc... Albert? Oui, le bien vieillir pour moi, c'est déjà faire des tours de table en incluant la famille. Ce n'est pas que les politiques qui doivent prendre des décisions. Il faut inclure la famille, leur expliquer qu'est-ce que les personnes âgées peuvent attendre d'eux et comment organiser les choses. Il y a trop de divisions dont les parents souffrent. Docteur Romana, qu'est-ce que vous diriez aux personnes âgées qui nous regardent en ce moment? Que pour moi, le bien vieillir, c'est qu'elles soient capables de faire ce qu'elles ont envie de faire et ce qui est important pour elles le maximum de temps possible. Et que pour ça, nous, on est là, qu'il y a des choses qu'on peut faire et qu'on veut faire pour les accompagner au maximum.
À l'UFG, on dirait quoi? On dirait bien vieillir, c'est être heureux, c'est continuer. Bien vieillir, c'est faire du sport, c'est bien manger, c'est ne pas se prendre la tête avec des soucis des petits, qui sont leurs propres soucis. C'est beaucoup là-dessus. Ah, mais oui. On connaît, hein. Maintenant, on sait que il y a quand même, on oublie de le dire, mais il y a beaucoup d'enfants qui comptent encore sur les parents qui sont beaucoup plus âgés qu'eux. Hein. Donc, c'est vivre. Voilà. Madame Manifeste, qu'est-ce que vous allez dire pour conclure? À moi, mon bien vieillir à moi, c'est prendre en compte tous nos vieux. Voilà. Et moi, le message que je peux leur faire passer aujourd'hui, c'est que je suis une vieille qui milite pour eux, qu'ils peuvent compter sur moi, faire appel à moi, parce que là, je suis au combat pour qu'on les place au cœur de ce projet Guadeloupe. D'accord. Avec nos vieux, pas sans eux. Et surtout que les 30 maires qui n'ont pas encore répondu à votre manifeste vous convoquent pour discuter. Non, pas forcément, mais qu'ils prennent en compte la problématique sur leur territoire et le devenir de la Guadeloupe. Je vous remercie, mesdames. Rapidement, on retourne vers l'actualité. C'était la journée de lutte contre le cancer, encore une pathologie qui se développe dans le pays. Vianney Valverde était sur place, on regarde. Cette journée porte ouverte, nous avons mis en place des ateliers pour pouvoir présenter nos soins de support, mais aussi nos partenaires. L'association Séverine, pour ceux qui ne le savent pas encore, c'est une association qui communique en chanson sur le dépistage du cancer du sein. Donc, bien évidemment, des dates comme aujourd'hui, ce sont des dates clés à notre calendrier. Et donc, nous étions ravis d'être invités par la Ligue aujourd'hui pour présenter un peu ce qu'on fait. Donc, notre objectif, c'est vraiment de communiquer en chanson. Donc, des chansons qu'on a fait tout au long de l'année. Ça fait déjà 3 ans que nous chantons des chansons qui ont pour but de communiquer sur le dépistage du cancer du sein. Donc, bien entendu, avec les amis artistes de Séverine, ma femme, qui est décédée d'un cancer du sein, qui ont accepté de mettre leur voix sur le titre, on véhicule des messages importants. Donc, on dit vraiment à la population de faire attention, puisqu'aujourd'hui, on voit qu'il y a 10 000 cancers. C'est vraiment une maladie, c'est vraiment un fléau. Et donc, c'est aussi pour faire réagir les gens, pour que les gens puissent se prendre en main très tôt et pour ne pas que les parents puissent enterrer leurs enfants. Cette année, comme à chaque année, nous avons à chaque fois un thème. Donc, la nationale, cette année, a ciblé le thème pour une aide plus juste. Ça veut dire que nous offrons des soins de support. Quand on est malade, il n'y a pas que le traitement médical qui compte, il y a aussi tout ce qui va autour. Donc, nous avons surtout quelque chose de très important, c'est l'accompagnement psychologique. Donc cet accompagnement, c'est pour toute la famille. La Caisse générale de sécurité sociale a toujours porté sa contribution à la Ligue contre le cancer en matière d'accompagnement et d'aide aux familles qui sont touchées de plein fouet par ce fléau aujourd'hui. En Guadeloupe, c'est des éléments à prendre avec beaucoup d'importance. Le cancer qui touche une grande partie de notre population, notamment le cancer de la prostate, le cancer du sein, le cancer du col de l'utérus, le cancer colorectal. Donc, tout d'abord, ce qui est important de dire, c'est que la prévention a toute sa place en amont pour épargner à subir ce genre de situation très difficile pour les familles et pour tout être humain. Olivier, un dernier mot à nous dire avant de nous quitter. Oui, juste un dernier mot. Donc, nous allons organiser ce mercredi 8 février. Après-demain. Ouais, c'est ça, à la salle de l'Étoile à Morne-à-l'Eau, par le biais de notre pôle Fit et Santé, les Étoiles, un marathon fitness Zumba Salsa de 17h30 à 18h30. Donc c'est gratuit, c'est ouvert à tous, à toutes. Tous les âges. Tout le monde est convié. Venez, chaussez vos baskets. Bien, on vous remercie en tout cas d'être venu participer à ce premier débat. Peut-être qu'il y en aura un deuxième, je ne sais pas, ça dépend de Marie Chantal. Oui, c'est bien Marie Chantal.